tu parlais du tennis. Ce que je vous propose, c'est très simplement, Bertrand a fait un certain nombre de constats au regard d'une expertise qu'il a menée donc il y a des statistiques sur le tennis. Je vais te laisser maintenant. Je te remercie Patrick. Effectivement, moi, en fait, la préparation de cette conférence, je l'ai aussi faite un petit peu devant la télé il y a 15 jours. On vient de terminer la quinzaine de Roland-Garros, donc ceux qui sont passionnés par le tennis doivent être bien entendu inspirés par ce genre de référence. Et en fait, moi, ce que j'ai pu observer au travers du tennis, c'est un certain nombre d'éléments qu'on a pu déjà commencer à partager. Alors, je vais commencer par vous projeter 30 ans en arrière, en tout cas pour ceux qui peuvent se le permettre, donc les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, donc il y a 32 ans exactement, il y a eu un huitième de finale qui fait date, qui a été historique, pendant lequel Lendl, qui était premier, assez incontestable, favori du tournoi, donc favori de cette rencontre contre un jeune américain, Michael Chang, qui avait 17 ans à l'époque, qui était 18e mondial, qui a d'ailleurs perdu les 2 premiers sets de cette rencontre. Lendl dominait le match, néanmoins, pour des raisons que le sport, évidemment, se réserve de nous expliquer souvent, il y a eu un retournement. Donc, Michael Chang a réussi à retourner la physionomie du match et à gagner les 2 sets suivants, et le set final qui devait évidemment définir le vainqueur de ce match a été l'occasion d'une facétie de la part de Michael Chang, qui s'est permis de faire un service à la cuillère, qui est quelque chose qu'on apprend la première année de tennis qu'on fait quand on est jeune, et ensuite on passe évidemment au service au-dessus de l'épaule. Et sur ce service à la cuillère, Ivan Lendl était tellement surpris qu'il en a manqué son retour, et il a ensuite été passé par un passing qui l'a, je pense, profondément humilié, même si c'était pas une personne d'un naturel très expansif. Et en fait, ça a représenté quand même une bascule psychologique importante dans le match, puisqu'ensuite, Michael Chang, malgré toutes ses crampes, il n'arrivait plus à plier les jambes. Enfin, c'était vraiment, j'invite ceux qui seraient intéressés à regarder sur le site de Roland-Garros, où toute la vidéo existe encore à disposition, à observer cette fin de match. Et Ivan Lendl n'arrivait plus non plus à gérer ses émotions, son mental. Et après ce service à la cuillère, Michael Chang, sur une balle de match sur le service d'Ivan Lendl, s'est aussi permis de se poster 1 mètre juste après la ligne de service, ce qui est bien entendu d'une arrogance terrible, puisque c'est une position où normalement on ne renvoie pas un service normalement. Mais cette posture, ce comportement a permis à Michael Chang justement de déstabiliser Ivan Lendl, qui a fait une double faute. Et le match s'est terminé là-dessus, avec évidemment une victoire très marquante pour Michael Chang. Je dirais même que dans le tournoi en lui-même, cette victoire et ces 2-3 points importants psychologiquement ont même marqué les esprits et lui ont donné cette confiance qui lui a permis de remporter ce tournoi en 1989, qu'il n'a pas remporté de nouveau par la suite. Donc, on peut aussi effectivement se poser la question de la puissance que peut avoir ces événements, ces micro-événements au cours d'un match, qui ont fait que ça a fait basculer le match, et ça a aussi fait basculer le tournoi. Et de ce point de vue-là, on peut aussi se dire que dans le tennis, il y a des points importants, il y a des points moins importants, et évidemment, un des enjeux, ça va être de pouvoir gérer au mieux ces points importants. Novak Djokovic, donc cette année, une rencontre contre Musetti, un Italien 76e mondial, 19 ans, donc un petit jeune qui jouait extrêmement bien. Il a remporté les 2 premiers sets à la surprise générale. Et Djokovic, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, comme le règlement le permet, il est sorti du terrain pendant quelques minutes. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces quelques minutes? Il s'est changé. Il a changé de vêtements, changé de sous-vêtements. Et il s'est aussi recentré intérieurement. Donc, ce qu'il précise, c'est que il s'est remis à zéro. Il a changé son environnement et il a fait quelques respirations. Donc, on arrive sur un des piliers importants de la gestion mentale. Il a fait quelques respirations.
qui lui ont permis de rentrer sur le terrain à nouveau en tant que nouveau joueur. Donc, il y a bien entendu un impact aussi de cette interruption sur l'adversaire. Musetti qui était vraiment dans une dynamique extrêmement positive et il a pris l'ascendant sur Djokovic. Djokovic est revenu différent. Ça a perturbé aussi Musetti qui s'est écroulé totalement de fatigue lors des 3 sets suivants. Alors, c'est pas présent sur ce transparent, mais vous devez savoir aussi, si vous êtes intéressé par Roland Garros, que Djokovic a refait exactement la même chose en finale contre Tsitsipas. Il a perdu les 2 premiers sets, Tsitsipas jouait très bien, le dominait. Il est sorti quelques minutes à la fin du 2e set et à son retour, à nouveau, il a parlé, il a retourné le match, il a gagné les 3 sets suivants au grand malheur de Tsitsipas, qui n'a pas compris, qui n'a pas reconnu ce changement. Il n'a pas compris pourquoi Djokovic était revenu différent. Et Djokovic, lui, pour le coup, j'ai pas mis la cote en avant sur cette planche, mais Djokovic a dit en conférence de presse qu'il travaille de plus en plus sur l'imagerie mentale et le dialogue interne. Donc, on est vraiment là dans cette gestion mentale, préparation mentale, qui donc, pour le coup, apparaît comme une évidence dans le sport de haut niveau, mais qui n'a pas encore introduit le reste du monde, de la société civile, ce qui, pour nous, est un manque que l'on va essayer, que l'on se propose justement de corriger. Alors, comme tous les points ne sont pas tous aussi importants les uns que les autres, alors je me suis permis, en tant que passionné des sciences, je suis de formation ingénieur en télécommunications et informatique, donc je me suis amusé à aller creuser dans des big data, dans des bases de données qui existent maintenant sur Internet, des statistiques qui pouvaient mettre en avant cet effet de stress et cette gestion de stress sur les joueurs. Et en fait, l'indicateur qui semble être le plus adapté pour mesurer justement cette maîtrise émotionnelle chez les joueurs de tennis, ça va être la balle de break sauvée, puisque là, l'enjeu au tennis, c'est de gagner le service de l'adversaire pour pouvoir gagner un set, pour pouvoir gagner ensuite le match. Donc l'enjeu de la balle de break est extrêmement important, c'est le moment où on va dire que le serveur doit remobiliser ses ressources pour pouvoir sécuriser le point suivant. Et ce qu'on observe, si on fait un comparatif de tous les joueurs de tennis depuis une 50aine d'années, c'est cette tendance à l'augmentation de taux de réussite de ces balles de break. Donc les balles de break sauvées sont de plus en plus importantes. Donc cette courbe que vous voyez en bas montre que, par exemple, Guillermo Vilas, qui était un des champions des années 70, avait un taux de réussite des balles de break inférieur à 50%. Ce qui peut être assez logique, puisque quand on a des balles de break à sauver, en général, c'est qu'on a perdu un certain nombre de points déjà avant, et donc ça donne l'ascendant sur le renvoyeur, et ça permet, ça risque de faire perdre le jeu. La situation est toujours la même depuis 50 ans, mais on observe cette augmentation. Donc John Borg était autour de 50%, et on va dire que depuis une quinzaine d'années, avec les 3 grands, donc Djokovic, Nadal et puis Federer, qui rafle quasiment tous les grands tournois. Aujourd'hui, on voit ce taux de balles de break qui avoisine maintenant les 70% et parfois peut les dépasser. Si maintenant on focalise sur cet indicateur par année, donc encore une fois indicateur qui va être assez proportionnel et corrélé à cette capacité à gérer le stress, on peut observer par exemple que pour un Djokovic, les quelques premières années sur le circuit professionnel, on voit cet indicateur qui était extrêmement faible. Il était en dessous de 50% la première année en tant que professionnel, et il a très rapidement remonté cet indicateur assez haut, au-dessus de 65%, pour qu'aujourd'hui on puisse voir, donc typiquement sur cet exemple du tournoi 2021, 2 victoires de Djokovic alors qu'il est mené de 7-0. Pour illustrer aussi ce propos, j'ai rajouté un joueur français que peut-être certains d'entre vous connaissent, Benoît Paire, qui est un petit peu réputé comme quelqu'un qui a du mal justement à gérer ses émotions. Il est tendance à être un peu râleur, il casse des raquettes, etc. Et on voit très bien que sur cette statistique de balles de break sauvées, il est bien en dessous de ces 3 grands. Et bien entendu, ça
ça explique très probablement certaines contre-performances qu'il peut avoir sur certains matchs. Donc le parallèle qu'on peut avoir avec le monde du management, il est assez clair. C'est quand on parle de Djokovic, on va avoir ces pauses qu'il s'impose pendant 2-3 minutes qui sont suffisants pour changer totalement son état d'esprit et qui vont lui permettre de gagner là où il aurait perdu s'il n'avait pas fait cette pause. Donc, l'invitation à une pause, ça peut être une pause cigarette, ça peut être une pause café, ça peut être une discussion dans le couloir avec quelqu'un, l'histoire de changer son état d'esprit et donc de permettre aux collaborateurs d'être plus performants dans son travail. Et on va avoir aussi, évidemment, tout ce qui est respiration, imagerie mentale qui met en avant et qui va pouvoir aussi être aussi efficace dans le monde de l'entreprise. Autre élément qui peut être intéressant, c'est que toutes les balles ne sont pas aussi importantes, tous les points ne sont pas importants au tennis. Dans le monde du travail, toutes les activités ne demandent pas autant d'énergie les unes que les autres, ne sont pas aussi importantes, urgentes, etc. Cette gestion qui actuellement a tendance à être orientée sur une gestion du temps, par cette gestion mentale, va plutôt être transformée en une gestion de l'énergie. C'est-à-dire que le collaborateur et le manager va pouvoir, grâce à cette gestion mentale, focaliser son énergie sur les activités qui vont être le plus importantes pour lui. Donc, deux possibilités, soit choisir le moment important où il est en haute énergie pour faire une tâche qui nécessite cette haute énergie, soit inversement, se mettre en haute énergie quand le moment est important pour vous. Donc tout ça, c'est permis grâce à la gestion mentale et en particulier au top que l'on vous présente aujourd'hui depuis un certain temps. Alors j'ai aussi un autre petit transparent sur les routines comportementales. Jean-Christophe en a parlé pour le golf. Alors au tennis, il y a la même chose. Donc Raphaël Nadal, qui est vraiment une référence au niveau des routines comportementales, va positionner ses bouteilles très précisément et va éventuellement y passer 30 secondes au moment des changements de côté. Et il va aussi se tirer le short, tirer les maillots au niveau des épaules, se gratter le nez, les oreilles, etc. Tout ça pour se mettre dans un mode particulier mental qui va lui permettre d'avoir les meilleures performances. Un joueur comme Djokovic, lui, il aura moins ses routines comportementales. Néanmoins, avant de servir, il va faire rebondir jusqu'à 20 fois la balle avant de servir. Tout ça pour se mettre dans cet état mental adapté que l'on peut illustrer au travers du triangle cognitif, triangle pensée, émotion, comportement. On peut passer par un comportement pour se mettre dans un état mental, émotionnel, d'humeur particulier et propice à une activité, mais on peut aussi, par la pensée, par l'imagerie mentale et par le dialogue interne, faire finalement court-circuiter cette possibilité et se mettre dans cet état émotionnel adapté et optimal pour notre activité. Donc, bien entendu, tout ça, si ça marche pour les sportifs professionnels, ça marche aussi pour le citoyen moyen, pour le collaborateur moyen, pour le manager, et ça peut justement rehausser son niveau de performance. Okay. Alors Patrick, je te demande juste, oui. Il y a une dernière planche qui est plus un peu scientifique. Si j'ai pas le temps, on la passe. Et puis, alors rapidement, simplement pour parler de l'assise scientifique finalement qu'il y a derrière toutes ces sciences du comportement. C'est alors d'abord la gestion du stress avec la courbe de Yerkes et Dodson, qui est une courbe en U inversée qui fait référence depuis maintenant près d'un siècle ou même plus d'un siècle. Enfin, c'est très vieux comme contexte, comme concept, et qui nous montre qu'en fait il y a une corrélation entre le niveau d'excitation qu'on va avoir, niveau d'excitation physique et mentale, et la performance que l'on va pouvoir fournir sur une tâche donnée. Mais à partir d'un certain point, et je pense que on a eu l'illustration tout à l'heure avec Christophe, que évidemment à partir d'un certain point, on risque de basculer sur la sous-performance avec un surstress qui peut être chronique ou pas, et qui va générer tous ces blocs cognitifs qui vont dégrader la performance de la personne, autant d'un point de vue intellectuel que d'un point de vue physique. Cette loi de Yerkes et Dodson a eu un certain nombre d'expérimentations et qui ont montré que pour des tâches faciles, on n'a pas cette redescente.
La tâche facile, elle est simplement au regard de la personne qui l'a remplie. Si la personne trouve la tâche facile, c'est quelque part, elle est en confiance pour fournir cette tâche facile, pour accomplir cette tâche facile. Et donc, naturellement, il y a beaucoup moins de risques de tomber un peu dans de l'épuisement dès l'instant où on est réellement en confiance sur cette activité. Après, très rapidement, le flow de Mihaly, Csikszentmihalyi, flow, flux ou zone optimale, qui est en fait la zone dans laquelle on va avoir à la fois un niveau de compétence que l'on juge élevé, où on utilise vraiment ses compétences et on obtient, on a un niveau de défi suffisant. Et c'est dans cette zone-là où il y a une concomitance entre le niveau de défi et le niveau de compétence que l'on se reconnaît, on va avoir le meilleur rendement, la meilleure satisfaction et finalement le meilleur renforcement sur l'activité qu'on fournit. Donc pour terminer très rapidement, les éléments importants pour pouvoir gérer son stress et même éviter au maximum le stress qui va être pathologique, ça va être le travail sur cette confiance en soi. C'est important d'avoir confiance en soi dans son activité. Avoir ce niveau de motivation qui va nous mettre en mouvement, qui va nous faire passer à l'action beaucoup plus facilement et de manière instinctive et automatique, et puis de ressentir cette compétence que l'on doit tous avoir sur la tâche qu'on nous demande d'accomplir. Et en fait, ces trois axes sont des axes que l'on traite directement au travers des tops, et ça permet de développer à la fois la satisfaction, l'engagement, au travers d'un renforcement justement de ces techniques, et ce renforcement qui va être plutôt bénéfique dans le long terme. Si on projette au niveau collectif, bien entendu que dès l'instant où le manager ou les collaborateurs vont atteindre ce certain niveau d'efficacité, de satisfaction, d'engagement et de confiance en lui, on va avoir cette performance collective qui va être possible et qui va permettre de développer aussi ce sentiment d'appartenance, qui est un autre pendant extrêmement important au niveau de la psychologie sociale et qui va permettre au collectif de donner son meilleur rendement